Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis fidèles, et merci de nous accompagner dans chacune de nos lectures. Nous allons aborder, à partir de ce soir, la lecture du 3e volet de la trilogie de Mohammed Dib, Le métier à tisser, après la grande maison et l'incendie. Dans Le métier à tisser, Omar a 14 ans. Il a arrêté l'école et il va rejoindre le monde du travail. On va le voir découvrir de nouveaux compagnons, dans l'adversité et dans la camaraderie. Prête-moi ta plume. 1, 2, 3, 4 أميق الدور الرادار فوق البابورو يأس في ناس الحومة كتر من خالتي في الطومة راهو قال راهو دار ولد فلان راهي جات راهي شرات مرت فلتان الدوري غد مسكين مريض بيه العسا وتقرعيجو حتى شي ما يخفالو فايق ما يطلق والو قالوا فلان ما هو يبان هرب من دارو والسيف التام مريض وعيان راهم يقولوا عمي قدور ادخل لدارك عمي قدور يتعب صلاحك قدور ادخل لدارك عمي قدور تعب صلاحك دوركي الفرم يخلي دار الكبار ولا صغار كاجي بي اف بي اي يقابر الليل ونهار حتى في العيد حتى ولا مريض لسانو كي الفاس مشتا الخريف عطناش في الصيف اشتاق عساس عمي قدور ادخل لدارك عمي قدور يتعب صلاحك عمي قدور ما يهنا ما يجيه النوم حتى يعرف واش صرا جديد اليوم عمي قدور يحمد دور كي الرادار فوق البابورو وخلي ناس الحومة تسلم خالتي في الطومة واللي قال واللي دار خليه في حالو
Prête-moi ta plume. Quand Aïni obligea son fils à sortir avec elle ce matin-là, la ville s'isolait encore dans un rêve fait d'eau et d'ennui. Sur leur chemin, ils croisèrent des mendiants qui se déplaçaient par groupes. Ceux-ci s'enfonçaient comme des ombres dans les rues noyées de buée et semblaient lointains, lointains. Mais bientôt apparut la foule du Beylik. Des toits, des baraques assises en carré au milieu de la place débordaient des guirlandes de paniers de roseaux. Derrière une ceinture d'éventaires, d'autres éventaires, des cases de marchands de légumes, des rôtisseries se cachaient. Cœur vert et sombre où s'ouvraient les blessures violettes des boucheries. Une vive odeur maraîchère planait. La pluie s'acharnait à délayer les verts et les gris des arbres, des étals, de la foule, des édifices. De continuelles allées et venues de gens, de véhicules, animaient la place et les rues avoisinantes. Des portefaix faméliques rôdaient en guenilles. Des paysans à la mine rude cheminaient, sentant fort la terre. Des femmes passaient, discrètement voilées de blanc. Les bruits étaient étouffés, les voix rendaient un son mouillé. Les mendiants élevaient des appels entêtants et sans espoir. La charité, frères humains, la charité, faites la charité. Cela n'avait rien à voir avec les individus qui s'étaient abattus tout dernièrement sur la ville. Ils ne pouvaient inquiéter personne. Pour Dieu et vos parents défunts, dormez, gens de bien. Omar avait ralenti le pas devant une baraque où trônaient des marmites pansues, humant les relents épicés qui s'en échappaient. Mais de loin, tel un aiguillon, la voix de Aïni le fit se dépêcher. Ils s'engagèrent dans les derbes de la ville basse. Dans ces vieux quartiers, les maisons ne se rangent pas au passage, mais se bousculent, en grand désordre au milieu de la chaussée. Un ruisseau noir serpentait entre les bâtisses décrépites. D'abord, une ruelle à pente rapide, sinueuse, les conduisit jusqu'à Bebzir, et de là, ils enfilèrent une autre ruelle qui les versa dans un cul-de-sac. La ville était redevenue déserte sous la pluie. Aïni s'arrêta enfin devant une maison séculaire d'apparence imposante, quoique délabrée, et souleva le heurtoir de bronze. Elle frappa 3 coups. La porte bardée de ferrures était large ouverte. Les coups résonnèrent dans le vide. Aïni et son fils se mirent à l'abri dans l'entrée, recouverte d'anciens carreaux de faïence. Pas de réponse. On entendait la pluie clapoter dans le patio de la maison. Aïni frappa encore et appela. « Yamna !» Elle avait pris garde que sa voix ne se fît trop forte. La pluie tombait avec un clapotement égal dans la cour. La maison semblait inhabitée. Aïni força un peu plus ses coups et sa voix. Bang, bang, bang. Yamna! Une femme longue et sèche, à tête de chèvre, apparut cette fois, et de but en blanc, sans un souhait de bienvenue, les informa brièvement. « Il est là !» Ah, fit Aïni, dont la figure s'illumina. Ils entrèrent, emboîtant le pas à la femme. Ils furent menés à une pièce sombre où un personnage bouffi était assis sur un matelas, les jambes repliées. La chambre, de vastes proportions, se trouvait plongée dans une atmosphère ouatée. Dans la pénombre luisaient de vagues reflets de cuivre. Sans préambule, Aïni commença à répandre des prières sur l'homme. Lui
Il l'écoutait et ne faisait pas un mouvement, ne remuait pas un cil. Son épouse, tout en os, les surveillait d'un œil aigu. Il ne fallut pas moins d'un bon quart d'heure pour en arriver au motif de la visite. Exposant alors au bienfaiteur Mahi Bouannan qu'elle sollicitait du travail pour le garçon, Aïni gémit. Cet orphelin, et tira par la manche Omar qui restait en arrière. En même temps, son nez frémit, rougit, et elle fut prête à fondre en larmes. L'homme grommela. Qu'il aille se présenter à mes tisserands. Ce fut la seule parole qui tomba de ses lèvres. De reconnaissance, Aïni se prosterna devant lui. À cet instant, les pleurs rageurs d'un moutard éclatèrent dans la pièce. La maîtresse de maison se précipita vers le renfoncement d'où partaient les vagissements. La voix de la mère et celle du nourrisson se livrèrent à saut. Avec une volubilité exaspérée, la femme déversa quantité d'imprécations sur le braillard. « Enfant de malheur, que la fièvre te dévore! Tu ne peux pas rester tranquille un moment, que je te perde un jour !» L'irascible rejeton continua à hurler avec une superbe indifférence de toute la puissance de son gosier. Ces hurlements s'entendaient encore quand Omar et sa mère, ayant quitté furtivement cette demeure, se retrouvèrent dans la ruelle. Ils avaient compris avec cette promptitude des pauvres que la fureur de la mégère était dirigée contre eux. Prête-moi ta plume. Laisse-moi le temps de me présenter, je suis sérieux et fidèle. Il me faut wahda qui m'anti ou qatli, je m'en fous de ta gentillesse. Mâchi moi le fab, l'amour ou le hub. Mais si tu as une jolie caisse, خدمة وفي الأرواح تخطب. واصف فهمت العقلية بتبعي المادة والحديد ما كان له تفريمي عليا. واجي نعلم لك تمرميد نسي الخرجة تاع الليل والركبة في الإبيزا. حبسينا هادت مهبيل سقمي روحك يا العزيزة. قصدك مرحلة مدري لا منفصة ولي راسودي ما مرفوع وشانودي ما علي. أختك مرحلة مدري لا منفصة ولي راسودي ما مرفوع وشانودي ما علي. راسودي ما مرفوع وشانودي ما علي. لسان فطرولي تخلصي لعمرك التيكي سخانة ولا رقي كولي ما كان لا نسمعك تشكي وبعلك يطلي مزجاجة سينو نكحلولك وانا نغير خلي بلاستيك للحاجة والربح شوية دعاوي الخير. حرقت لي راسي بالهدرة جرو جيبولي ما مورفين وحشة الشوبينغ ايدغا avec ses mille et une copines. Athlitine الأغسطو شيك s'il te plaît mon petit poussin. شوفي دوك نجبد لك عينيك في الجبرة ما عندي لي زورسان. أختك بالحلة مدري لا منفصة ولي راسودي ما مرفوع وشانودي ما علي. أختك بالحلة مدري لا منفصة ولي راسودي ما مرفوع وشانودي ما علي. راسودي ما مرفوع وشانودي ما علي.
يمت يمك مشينا اديك عند اللبان مون باسي يا ماما ماجيك وهدرت لها للمارياج حكمتها القنطة ولبانيك رجعت في روسي سوفاج مي جوست ابري كيلكو جور قالت لي نحبك ونهواك طحتي في الشبكة مون امور ودوراني نجي نشوف باباك رحت لعنده قال لي مبروك تهلا في بنتي يا البوبون وادعي يماك اختك وخوك واياج دو نص ميمون اختك في الحلة مدينة منفصة ولي راسو ديما مرفوع وشانو ديما علي اختك في الحلة مدينة منفصة ولي راسو ديما مرفوع وشانو ديما علي راسو ديما مرفوع وشانو ديما علي Prête-moi ta plume. Que veux-tu? Grogna quelqu'un dans l'ombre. Au sifflement qui accompagnait ces mots, il devina que l'homme qui l'interpellait n'avait plus de dents. Omar descendit les dernières marches de l'escalier où il s'était arrêté et se trouva de plein pied dans la cave. Une tiédeur de naseaux de bête se colla à sa figure. L'enfant suffoqua. On y voyait goutte. Du coup, il regretta la rue, plutôt la pluie qui se déversait à seaux que cet étouffement. Il hésita, pris d'une folle envie de remonter l'escalier et de fuir. « Qu'est-ce qui t'amène, hein? Tu pourrais le dire » réitéra la voix. « C'est le patron qui m'envoie, » répondit-il. Il revit la longue femme à tête de chèvre, le personnage bouffi. Il revit Aïni prosternée devant celui-ci. Le désespoir au cœur. Omar avait dû la brusquer pour la décider à partir. Elle s'était levée, mais elle ne pouvait plus partir. Elle répétait à satiété: « Tu es notre bienfaiteur, sois-en remercié sur terre et au ciel, tu es notre bienfaiteur. » S'habituant à la lumière vague du sous-sol, il aperçut les tisserands qu'il examinait avec hostilité. Ils avaient tous des traits usés et blêmes. Il ne savait que faire. « C'est le patron qui m'envoie pour une place de dévideur. » L'individu qui le premier l'avait interrogé le mesura du regard. Il eut une grimace désabusée. « Quel âge as-tu » ? 15 ans. Par prudence, Omar s'était vieilli d'une année. « C'est bon, tu peux rester. Voici les conditions. À la fin de la semaine, tu recevras de chaque tisserand ce qu'il jugera bon de te donner. » L'homme m'avait parlé d'un ton excédé, peu engageant. L'enfant baissa la tête. « Ça va, » dit l'homme. Il fouilla l'atelier du regard et ajouta: « Zbech, il peut commencer !» Un petit monstre difforme, à la tignasse ébouriffée, sortit de l'ombre derrière Omar et le tira par l'épaule. « Viens !» Omar le suivit. Ils s'éloignèrent vers le fond humide et moite de la cave. « Comment t'appelles-tu » Ils étaient arrivés près d'un incroyable amoncellement de sacs, de roues, de pièces, de métiers, de lisses, d'armatures et bien d'autres choses dont il eût été difficile de connaître l'usage. « Omar, et toi ? C'est moi qui t'interroge. T'as pas posé de questions. Je m'appelle Hami. Mais Zbech, c'est le surnom qu'on me donne. Retiens-le bien. Pour les apprentis, je suis le chef. Tu feras tout ce que je voudrais. » Omar jeta un regard sur lui, l'observa perplexe. Se balançant sur ses jambes torses, Zbech lança encore: « T'as compris, ballot ?» Les tisserands, sans interrompre leur travail, suivaient les paroles des deux gosses.
Omar serra les poings, il gronda tout bas. Toi, gare. Zbech le dévisagea d'un air surpris. T'en fais des histoires, murmura-t-il. Aussitôt, d'une voix complaisante, il s'écria. Dis donc, grande perche, faisons la paix. Veux-tu? Tu t'en balances que je t'ai lancé des flèches. Bon, sache que ce sera comme ça tant que tu resteras ici. T'as rien vu encore. Attends un peu seulement et on te tannera la peau. Ça te va? Il tendit la main à Omar qui la prit. T'as beau être grand, poursuivit-il. Ça sert à rien, tu verras toi-même. T'es le dernier arrivé, et comme tel, tu dois écouter les anciens. Obéis, c'est un conseil que je te donne, c'est ce que t'as de mieux à faire. Omar dit entre ses dents qu'il était d'accord. Zbech fut abasourdi par cette docilité inattendue. C'est ça qui est bien, t'es un bon gars. Va dévider les écheveaux que t'as là-bas. Il lui désigna une meule de laine filée érigée sous une soupente. Omar savait en quoi consiste le travail d'un atelier de tissage. Il planta un dévidoir sur son pivot de fer, jeta dessus un écheveau d'une grosse laine inégalement tordue, et commença à tirer sur la tête du fil. Il travaillait depuis un moment, enveloppé par le bourdonnement grave d'un rouet. Les battements des pennes se chevauchaient l'un l'autre et alternaient avec les cris brefs des navettes. Il écoutait cette rumeur, écoutait le bruit doux, frôleur de son dévidoir. La veille, il était libre. Il courait toute bride lâchée dans les rues. Et voilà que son existence avait l'air d'être tranchée par un coup de couperet. Une subite tristesse le saisit. Prête-moi ta plume. الزين ساعدوا واكل قلب حزين جرحة الخدين بالمدامة ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر جواله أبو يا حنيني وطاب قلبي من قولة لا 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 لا, لا هذا حسن بديع كيف يهنى من بيها وليع في القطار جميع يا ممديلك هيفا ميالة ممديلك هيفا ميالة هذا حسن بديع كيف يهنى من بيها وليع في القطار جميع ممديلك هيفا ميالة ممديلك هيفا ميالة عشقك راه منيع على شيقك يفضل وتعالى أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 عشق الزين ساعدوا واكل قلب حزين جرحة الخدين بالمدامة ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والهجر توالى
أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا ولا لا. حسدوني ذا الناس في غرامك يا غصن الياس، أمذبلت النعاس عيونك مثل عيون غزالة، عيونك مثل عيون غزالة. حسدوني ذا الناس في غرامك يا غصن الياس، يا مذبلة النعاس عيونك مثل عيون غزالة، عيونك مثل عيون غزالة. وجمي اللي خازن والفيل البدر جهالة، أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا ولا لا ولا لا. عشاق الزين ساعدوا واكل قلب حزين، جرحة الخدين بالمدامة بينا زيادة زيادة، شعلت نار الدين في دليلي ولا هجرت واله. أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا ولا لا. Prête-moi ta plume. Midi. Personne ne s'en allait. Omar n'osait pas partir non plus. Il fit comme les autres, ne quitta pas la cave et patienta. Il les vit alors déballer des vivres. Passant près de lui, un géant dont le visage s'ornait d'une barbe charbonneuse lui demanda d'une voix de basse : « Tu n'as pas apporté à manger ?» Comme le garçon fit non de la tête, le tisserand fronça les sourcils. Sans mot dire, il retourna à son métier et revint avec un morceau de galette d'orge et une poignée d'olives sèches qu'il lui mit entre les mains. Omar leva des yeux étonnés. Le grand escogriffe le considéra en silence, mais il n'était pas causeur. Il alla rejoindre le groupe d'ouvriers qui mangeaient au pied de l'escalier, sans avoir ouvert la bouche. Pendant que Omar mâchait sa galette, Zbesh arriva et recommanda encore : « Le soir, avant qu'on ferme boutique, tâche de ne pas oublier qu'il faut ranger ce qui traîne. Tu balayeras et porteras après les couvertures au dépôt. Et toi ? Moi, je ferai comme toi, Nigo. Mais je suis le plus ancien, tu dois suivre mes conseils. Tout marchera bien si t'es décidé à m'écouter. » Zbesh envoya un clin d'œil au nouveau. Il semblait satisfait de quelque chose que Omar n'arrivait pas à saisir. Ses prunelles tuméfiées brillaient malgré le voile qui les recouvrait. Il continua à discourir d'une voix flûtée, puis chanta des airs sans queue ni tête. Tout à coup, il commença à raconter une histoire sur son père. Celui-ci, mort depuis 3 ans, avait été forgeron. Un jour, il avait trempé dans du pétrole une de ses filles, âgée d'1 an. Ensuite, il l'avait enflammée vive. Il ne travaillait pas, et il rentrait régulièrement saoul. La mère ne savait qu'inventer pour leur procurer à manger. Elle allait mendier sous son voile. Le gamin n'eut pas plutôt achevé cette histoire qu'il en débita d'autres. De ce flot de paroles, Omar retint qu'il existait des brigands que nul n'arrivait à capturer,
Pas même l'armée de gendarmes lâchait à leurs trousses. Au moment où on pensait les prendre, ils faisaient parler d'eux à l'autre bout du pays. Et lorsqu'enfin on était sûr de les tenir, ils s'évanouissaient comme par enchantement sans laisser de traces. Zbech avait baissé la voix pour dire que les paysans étaient avec eux, parce que ces bandes châtiaient et rançonnaient les riches. Il connaissait nombre de récits plus effrayants les uns que les autres sur les sorciers, les individus qu'on assassinait, les esprits, les rôles. Loin de le déprimer, sa mauvaise santé, la flétrissure précoce, imprimée dans sa chair, allumait du feu dans ses veines. Accroupi à côté d'eux, Bouzid, un autre apprenti, écoutait en faisant des yeux ronds. À cet instant, Shaul ordonna « Les gosses, au boulot !» Shaul, c'était lui, l'homme sans dents. Décharné, le visage terreux, les cheveux coupés courts. Il avait l'air d'un vieux balai déplumé. Il s'approchait d'une démarche chaloupée, un ricanement découvrant ses gencives violettes. Ses yeux étaient semblables à ceux d'une buse, secs et brûlants. À la seconde où il allait aborder Zbech, le petit diable s'étala par terre. Cette manœuvre lui épargna de faire connaissance avec la main large et dure du tisserand. Shaul se comportait comme s'il eût été lui le maître. Détenait-il son autorité du patron? Ce devait être certain. Les ouvriers se soumettaient à ses ordres. Omar le détesta. « Allons, dépêchons-nous, au boulot !» Il fit subitement si noir dans la cave qu'on ne s'y aventura plus qu'à l'aveuglette. Un froid glacial se répandit. Le ciel, là-haut, avait dû encore se charger de nuages. Omar se plaça devant son dévidoir. Zbech s'était relevé lestement dès que Shaul l'eut dépassé et se mit à pousser de longs Les 2 ampoules voilées de poussière qui pendaient à la voulte furent allumées. Omar regardait son dévidoir tourner. Ces gens, ce Shaul, il les scruta. Ils ressemblaient à des hulottes ayant élu domicile dans les demi-ténèbres du sous-sol. Prête-moi ta plume. خدوا انا نروحوا للفور ونسرقوا بابور نديركم كاع في الكباج تولوا ماك
للور نعقد ونجيب شهود نفريك أرض سيجور اللي عشم هني في داره مع لا فامي من داك فكر الزمان اللي كان فيه قبطان اللي كان فيه قبطان. Prête-moi ta plume. Ce fut vers 4 heures seulement que le maître tisserand Mahi Bouanen arriva, empaqueté dans une djellaba rousse en poil de chameau, gonflé d'eau et raidi. Avant qu'il fût au bas de l'escalier, toute conversation avait déjà cessé et les métiers redoublaient d'activité. D'un mouvement d'épaule, Mahi Bouanen, parvenu au centre de l'atelier, rabattit son capuchon en arrière et s'ébroua. On entendait la chute serrée des gouttes. Le vent faisait vibrer les vitres du soupirail. Le maître tisserand se laissa choir sur une pile de couverture à proximité d'un brasero d'argile cuite où brûlaient des charbons. Le buste, penché au-dessus du feu, il se rôtit patiemment les mains. Sur sa djellaba se plaquaient des taches rouges. Les mêmes reflets incendiaient ses yeux. « Chien de temps !» fit Shaul. Mugit Mahi Bouanen dont les sourcils s'arquèrent, soulevant ses paupières boursouflées. Il enfonça une longue cuillère de métal grignotée sur les bords dans la cendre molle du brasero, tisonna les braises. Sur le champ, des escarbilles crépitèrent, projetèrent des étincelles. Mahi Bouanen écrasa de la main toutes celles qu'il put atteindre et surveilla les autres qui moururent d'elles-mêmes. Shaul partit d'un rire qui se termina en râle. Ses yeux ronds, privés de cils, guettaient le patron. « Tu ne voudrais pas mettre le feu à l'atelier ?» Mahi Bouanen ne le regarda même pas. Le masque lourd, les moustaches effilées pendantes, il s'inclinait sur le brasero. Hamdouche, un rouquin, lança. « Patron, si ce temps dure, c'est toi qui vas amasser de l'or. Il n'y a pas un temps qui fasse mieux marcher les affaires des tisserands. » Mahi Bouanen écoutait. L'ouvrier à la crête flamboyante lui jeta un regard oblique. « Tu pourrais nous payer l'arriéré de notre compte après ça, n'est-ce pas ? Il y a des semaines qu'on attend. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais avoue que tu ne le lâches pas facilement. Fais attention, mieux vaut ne pas posséder trop d'or. Plus on en amasse, plus on exaspère l'envie des gens. » Hamdouche eut un rire strident. Ce beau garçon, le plus jeune des ouvriers, parlait haut et d'une façon saccadée qui provoquait ses interlocuteurs. Mahi Bouanen se taisait toujours, calé sur les couvertures, à 100 lieues de ce que l'autre disait. Se ravisant, celui-ci fit remarquer « Oh, ce n'est pas pour me plaindre. Les choses sont ce qu'elles sont, il faut les accepter. On devrait plutôt... » Le patron leva la tête, posa sur lui un regard méprisant. Et avant que le rouquin eût rien pu ajouter, les yeux de Mahi Bouanen se cachèrent sous leurs épaisses paupières. Hamdouche resta court. Un ricanement tirailla les joues flétries de Shaul. Quand il y en a pour tout le monde.
Le mieux encore, c'est d'accomplir honnêtement son travail. D'autant plus que nous aurions beau nous débattre, nous ne changerions rien à rien, répliqua Hamdouche. Le sarcasme faisait trembler sa voix. Eh oui, eh oui, reconnut Choul. Le rouquin cria à plein gosier. Non! Omar eut la joie de constater que Choul n'était pas craint par tous. Ce dernier écarquillait les yeux. Moi, on peut dire que j'ai grandi dans le tissage. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, martela Hamdouche. Mon père était patron. À 15 ans, j'ai pris place à ses côtés, au métier qu'il occupait dans son propre atelier. Mais il avait mangé trop de poussière de laine. Et il en est mort. À partir du jour où il n'a plus été là pour se tuer à la tâche, notre atelier avec ses 3 métiers est mort aussi. Fichu. Rivé sur Choul, ses yeux de chat flambaient. Ben, à quoi ça nous a avancé d'accomplir honnêtement notre travail? Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Du vent. Au bout du compte, j'ai dû m'engager comme ouvrier chez des étrangers. Le silence retomba embarrassé. Mahibouanen regardait se croiser, se décroiser les fils de chêne du métier de Uqasha, qui étaient placés juste en face de lui. Il esquissa un geste vague d'agacement. « On a du mal en ce monde », marmotta oncle Sqalli. « Bon Dieu, oui », gronda Hamdouche. « Et il vous vient en tête je ne sais pas quoi. » Les lèvres pincées, Choul hocha la tête. « Tu n'es pas dans la bonne route, mon ami, celle où le bon Dieu t'a mis justement. » Hamdouche se redressa d'un air sauvage. Sa crinière de roue luisait dans l'ombre de la cave. « C'est ce qu'on dit toujours à ceux qui osent se plaindre. »« Oh, tu en prends trop à ton aise !» s'impatienta Rotélamine, un vieux tisserand. « N'ajoute plus un mot, je ne réponds pas de ce qui va se passer. »« Quoi donc ? Dieu lui-même nous abandonne. » Et crachant à ses pieds dans un tapis de déchets, Hamdouche attendit un démenti. Pas un, dans l'atelier, ne releva son propos. « Tout de même !» s'indigna-t-il. Mahibouanen considéra ses ouvriers, puis ferma les yeux, comme s'il eût souhaité supprimer tout le monde autour de soi. Il demeura ainsi un long moment. Omar, qui travaillait à quelques pas de lui, contemplait avec fascination son énorme tête. Il retrouva l'intolérable gêne qu'il avait ressenti ce matin en sa présence. Le patron sut sauter ses moustaches avec un léger bruit. Il n'était plus qu'indifférence. Puis son visage se contracta et il sembla se réveiller. Il jeta un coup d'œil circulaire au métier, qui évita les tisserands, sur quoi il se leva pour partir. Sitôt Mahibouanen sortit, l'anxiété crispa les traits des ouvriers. La fin du jour était à portée de la main. Chacun donna libre cours à son exaspération, et une terrible lutte s'engagea. Les 10 hommes firent geindre sans pitié les métiers de basse lisse, serrés flanc à flanc sous le plafond bombé. Certains se guettaient à la dérobée, d'autres s'emmuraient dans une réserve hostile et pleine de rancune. Leurs cris, réclamant toujours plus de laine dévidée, affolaient les apprentis. Omar désespérait de les contenter. Il allait vite, plus vite, et croyait son cœur prêt à éclater. Le reste de la journée
fila sans apporter de changement. Jusqu'à la nuit tombée, ils travaillèrent. Vint l'heure de sortie. Il ne fut nullement question de ranger ou de balayer la cave. Omar comprit que de ce côté, il n'aurait pas de graves soucis. Il quitta le sous-sol. Lui, pas plus que les deux autres gosses, n'avait livré les pièces finies à cause de la pluie. Il prit ses jambes à son cou. Du haut du ciel, des nappes blanches se précipitaient, couraient à travers les rues, se rompaient contre la chaussée. Les gouttes lui piquaient la figure. Dans la nuit, les lumières des maisons européennes évoquaient une vie quiète et heureuse. Aveuglé, Omar détalait éperdument. La pluie, le vent qu'il aspirait à plein poumon, ravivaient dans sa poitrine une toux déchirante. Pourtant, un sentiment chaleureux de satisfaction, tout nouveau pour lui, se pelotonnait dans son cœur. Prête-moi ta plume. حاكم الحيط واقف كل مسمار دمار قتلني والباقي موجود معول العشية ما ندخلش الدار الصوت القور والشيطان عماني درت القلب صدمت لها كل كونار قلت لها يا مخلوقة شوفي حالي إلا انتي فاطمة مسبوق بالشفاء الجنية بنت الدوار She got a bucket full of money تسني في الشمة ودرولي العرعار She said I'm your girl honey تبان ظريف قاري من الكبار وراس امك الليلة تبات زهي ولا مانيش فاطمة مسبوط بالشفار ما دريت حليت عياني لقيت روحي نرشق في البار لسان الراحة وريحة الجوي حبيت نفهم وليت حمار خليت مصروفي ومصروف عيالي كملت لبرا راقد في طروطوار يوم الخميس وجداني تبع فاطمة مسبوط بالشفار يوم الخميس وجداني تبع فاطمة معها ليلة جوز عام حزين خليت مالي مال بويا وزدت علي يدي اشداني نخرج داك نهار مدا اشداني تبع فاطمة مسبوق في الشفار زهيت معها ليلة جوز عام حزين خليت مالي وزدت علي يدي اشداني نخرج داك نهار مدا اشداني ماني شاعر ماني فيه داخل سوق ريام سمع كلامي وكيما نقول قول ايه السوق دلال يفبر الغني كولي المارك ويجيبك في العار الليل هواته كان مكاري خطفاتو فاطمة مسبوغة الشفار الليل هواته كان مكاري خطفاتو فاطمة
باقي فاندير شميت يرحب بكم على متن هذا البلوزينج 4468. سوف يشرح لكم بعد لحظات كيفية أداء رقص قبائلية على طريقة تقليدية. طاقم الطائرة يتمنى لكم رحلة ممتعة في الدنيا هذه، ما يدوم غير الصح غير الصح. روح حميد خلي روح. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi